Elle est plus menacée que jamais, elle est accusée d'envoyer nos données directement dans les mains du gouvernement chinois et d'abrutir nos enfants. Mais au fait, c'est quoi la plateforme TikTok ? Est-ce qu'elle est vraiment si dangereuse que ça ? Est-ce qu'il faut l'interdire ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Océane Herrero. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous dans Métadonnées. Alors tu es journaliste chez Politico et notamment autrice d'un bouquin que tu viens de sortir sur TikTok. Ça s'appelle Le Système TikTok. Tu pourras peut-être me rappeler l'éditeur d'ailleurs parce qu'on cite souvent l'éditeur. Les Éditions du Rocher. Les Éditions du Rocher, voilà, que j'ai lu et que je recommande très chaleureusement et chaudement. Mais je voudrais qu'on revienne vraiment au principe sur un peu l'histoire de TikTok, qui est une application qui est assez particulière parce qu'elle est dans notre quotidien. Et en fait, elle n'est pas si vieille que ça. Et donc finalement, une question déjà basique, c'est quoi le principe du fonctionnement de TikTok pour ceux qui ne l'auraient pas encore utilisé? Disons que le côté un petit peu distinctif de TikTok, c'est que quand on ouvre l'application, on arrive sur un fil principal qui est le fil pour toi, qui est un fil de vidéos sans fin, qui est un petit peu constamment, disons, configuré et choisi par algorithme. C'est-à-dire que TikTok va, en fonction des préférences que vous exprimez, choisir les vidéos qu'il vous suggère ensuite, et on arrive comme ça à un fil assez personnalisé et souvent très divertissant, ce qui aujourd'hui génère toutes les critiques qu'on peut voir sur le côté un peu addictif. Mais alors justement, ça, j'ai l'impression que c'est un peu le concept de beaucoup de réseaux sociaux. En quoi est-ce que TikTok va plus loin qu'une appli comme Instagram ? Alors souvent, ce que décrivent les utilisateurs et ceux avec qui j'ai parlé, c'est le sentiment que cet algorithme-là est beaucoup plus perfectionné dans la manière dont il va analyser leur goût et affiner un peu en continu, disons, ce qui est proposé par l'application. L'autre différence, et même si c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, c'est que les autres plateformes se basaient beaucoup plus dans la recommandation sur la notion d'abonnement, donc suivre des comptes et donc les voir apparaître dans son fil principal. C'est une notion qui devient quasiment annexe en fait sur TikTok, qui va un petit peu en permanence fouiller dans l'ensemble des vidéos qui sont publiées sur la plateforme pour proposer à l'instant T ce qui convient le plus à l'utilisateur. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion d'abonnement et du côté je choisis ce que je vois. Là, c'est vraiment, on est dans l'ère du tout algorithmique. C'est ça, exactement. On a moins la main sur, disons, le petit panel de comptes qu'on suit qui vont apparaître. Et alors, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, parce que oui, forcément, je me suis mis j'utilise TikTok, c'est pas forcément mon appli préférée, mais j'ai été voir pour, quand même, je l'utilise de temps en temps. Souvent, sur les autres réseaux sociaux, bon, on a cette notion d'intérêt, on voit des choses auxquelles on est habitué, qu'on aime bien, etc., qu'on like. Là, sur TikTok, j'ai l'impression que si je commence à regarder quelques secondes, une ou deux vidéos sur un même thème, après je ne vais avoir que ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on a parlé des bulles de filtre et là maintenant on parle du terrier de lapin, c'est-à-dire que vraiment on nous enferme encore plus là-dedans. Ouais, c'est ça. Et du coup ça crée un comportement chez les utilisateurs qui est assez intéressant, c'est que ils sont conscients qu'il faut un petit peu envoyer des signaux à l'algorithme ou essayer parfois de l'entraîner, de l'amener dans des territoires un petit peu différents quand justement on a l'impression d'être un petit peu bloqué dans un certain type de contenu. Donc voilà, c'est une espèce de relation un petit peu déséquilibrée où l'algorithme nous propose des choses et on essaye comme on peut en fait d'influer sur ce qu'on va lui communiquer. Oui, c'est un peu la première plateforme, j'ai l'impression, où on a conscience de l'algorithme. Et effectivement, comme tu dis, on joue avec l'algorithme. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que TikTok a même lancé une fonction pour remettre l'algorithme à zéro, comme si on voulait commencer une nouvelle partie, en fait. Ouais, c'est assez marrant. Et donc, on a conscience qu'on ne va avoir que ce qu'on veut. Mais il y a le côté algorithmique, mais il y a aussi, je trouve, l'interface du plein écran. En fait, on scrolle, mais on se rend même plus compte qu'on scrolle. Oui, c'est ça. C'est que c'est devenu tellement immersif qu'il y a un côté vraiment hyper instinctif quand on est sur TikTok, et c'est parfois assez impressionnant même de voir des enfants utiliser l'application parce que c'est tellement simple, en fait. Donc voilà, il y a un côté vraiment... on n'a plus vraiment besoin de réfléchir, le doigt va tout seul, mais comme c'est un petit peu généralisé, ce système du scroll sur un certain nombre d'applications, et sur Instagram notamment. Donc voilà, TikTok n'a pas inventé ça, mais disons que le côté plein écran renforce cette impression. On voit plus qu'on scrolle, en fait, je trouve. On le sent même plus, et en plus, il y a souvent un sentiment un petit peu de perdre la notion du temps, parce que on commence en regardant une ou deux vidéos, et en fait, on est là depuis une heure, et on s'est pas rendu compte parce que c'est juste tellement facile, en fait. De passer. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce que tu racontes dans ton bouquin. Là, on revient au côté plus algorithmique. C'est que contrairement à Instagram, le scroll sur TikTok en plein écran est tellement efficace. Déjà que quand il y a une vidéo qui ne nous intéresse pas, on la dégage littéralement, et on s'aperçoit, on a déjà oublié qu'on a vu une vidéo qui ne nous intéresse pas, donc on a l'impression que tout nous intéresse. Ouais.
mais surtout comme on va beaucoup plus vite, la quantité de données qui est emmagasinée par TikTok est vachement plus importante que chez la concurrence. C'est ça. Par exemple, sur YouTube, on peut partir du principe que les vidéos sont généralement plus longues, donc sur une session... Oui, en plus, il y a la durée de la vidéo. Ouais, sur une session d'1 heure, on regardera pas autant de contenu, on n'enverra pas autant de signaux à la plateforme sur un petit peu quels sont nos intérêts, ce qui est vachement utile, évidemment, pour nous suggérer des contenus qui vont bien, mais aussi pour faire du ciblage publicitaire, parce que c'est aussi ça l'objectif d'une plateforme comme TikTok qui se nourrit de revenus publicitaires. Donc, Mais c'est vrai, ce que je trouve assez étonnant, c'est que finalement, on accepte, on aime, enfin, le fait de se faire enfermer comme ça dans 2-3 thèmes précis, finalement, les gens aiment bien. Ouais. C'est ça qui est étonnant. C'est un truc que j'ai trouvé assez paradoxal, c'est qu'à la fois on a eu beaucoup de critiques ces dernières années sur justement l'enfermement algorithmique, cette impression de perdre un petit peu le contrôle sur nos vies, mais dans le même temps la plateforme qui connaît une croissance énorme en ce moment, c'est TikTok, et c'est une plateforme qui pousse encore plus cette logique-là. Donc je pense que ça a à voir un petit peu avec le sentiment d'infobésité, d'être toujours submergé d'informations, et finalement laisser les rênes à l'algorithme, ça a quelque chose d'assez libérateur. On a moins cette impression de devoir faire un choix en permanence dans une foule de contenus. Là, tout est sélectionné pour l'utilisateur, donc c'est assez facile encore d'usage. C'est hyper efficace parce qu'au final, d'après les données, quand on regarde les rapports, TikTok, c'est 2 fois plus de temps. Sur TikTok, les ados, notamment aux États-Unis, en France, ils passent 2 fois plus de temps que sur TikTok que sur Instagram. Donc, ils ont gagné la bataille, là. Ouais, mais en tout cas, ils ont pris une très grande longueur d'avance, ça c'est sûr. Bon, on peut pas dire que le match est terminé aussi parce que sur TikTok, ça va poser des questions qui sont plus larges, qui sont d'ordre géopolitique, mais je pense qu'on y reviendra. Mais à ce stade, oui, TikTok a une longueur d'avance parce que c'était les premiers sur ce format-là, parce qu'ils ont un algorithme qui est extrêmement perfectionné et qui a tendance à garder les utilisateurs longtemps sur l'application. Et parce que même si les autres plateformes essayent justement de faire ce pivot vers la vidéo courte, alimentée dans un fil algorithmique, TikTok reste le lieu de production originelle pour énormément de créateurs. Donc généralement, quand on voit des vidéos courtes sur Instagram, elles ont déjà été publiées avant sur TikTok. Oui, on a en général le petit film transparent TikTok. Et d'ailleurs, Instagram essaye justement de moins montrer les vidéos qui montrent ce fil transparent, parce que finalement, ça fait de la publicité à leurs concurrents directement quand ça s'affiche. Donc, Et justement, sur le côté, donc il y a le côté plein écran, l'algorithme qui nous enferme vraiment encore plus dans nos intérêts. Donc logiquement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est encore plus addict à TikTok? Même je sais qu'on a fait d'ailleurs un épisode de métadonnées sur l'addiction aux écrans. Ça fait débat, mais quand je dis addict, c'est, on va dire, un peu un abus de langage. Mais est-ce qu'on a envie de rester sur TikTok encore plus que sur les autres plateformes? Ça, je ne sais pas si tu as pu t'entretenir avec des psychologues, avec des spécialistes. Oui, c'est justement une question qui est disons, piégeuse, parce que justement, la notion d'addiction, elle est très débattue quand on parle des écrans, des applications. On n'a pas une étude qui montre que TikTok génère une addiction en tant que telle, en tant qu'application. En revanche, ce qui remonte surtout des utilisateurs, c'est justement ce sentiment de perdre un petit peu le contrôle sur le temps qui passe sur l'application. Et d'être piégé par des contenus extrêmement addictifs, en particulier quand on est jeune et qu'on a peut-être un peu plus de mal à avoir du recul et à modérer, disons, son usage. Il y a ce côté vortex, quand on rentre dedans et en fait, on aurait eu le temps de voir un film. Sauf qu'en fait, on a regardé que des vidéos de 15 secondes, quoi. C'est ça. Et donc, les psychologues, en fait, ils sont généralement, encore une fois, dans la mesure là-dessus, c'est qu'à la fois, on est sur quelque chose qui exploite extrêmement bien, disons, ce qu'aime le cerveau, c'est-à-dire que c'est un peu une friandise perpétuelle, TikTok. Pour être gentil, parce qu'il y en a qui parlent de crack numérique. Il y en a qui... la drogue, je ne sais plus ce que c'est le médicament, mais enfin, de crack numérique, en gros. Oui, complètement. Donc, on est en tout cas sur... on compare assez souvent TikTok et même les applications à tout ce vocabulaire qui peut être celui de la drogue, qui peut être celui du sucre ou celui du tabac. Enfin, on est un petit peu toujours dans ce rapprochement à l'addiction, donc ça dit quand même quelque chose dans la manière dont on perçoit ça. Après, aujourd'hui, ce qui est disons, compliqué à balancer, quand on parle des jeunes notamment, c'est bon, d'un côté, il y a ce côté addictif, de l'autre, c'est un lieu de production culturelle et un lieu de production de références communes très important
important chez les jeunes, dans la mesure où ils vont découvrir de la musique, disons, parler des séries qu'ils regardent avec leurs amis sur TikTok aussi. Donc, disons que ça a une fonction sociale dans une certaine mesure, mais qu'il faut arriver à balancer avec justement le temps que ça prend dans la vraie vie. L'idée, c'est pas de dire que tu t'es acheté, évidemment, pas du tout. C'est que... mais d'ailleurs, tu parles de la fonction sociale et culturelle. Alors, TikTok, il mise vachement sur le côté BookTok, ce qui est vrai. Il y a eu un vrai phénomène sur les recommandations de livres et tout. Alors maintenant, évidemment, eux, ils misent à fond là-dessus en termes de com'. Par contre, il y a un truc qui est clairement, qu'on peut vérifier, c'est que ça a complètement bouleversé l'industrie musicale. Parce que dans les années 80, on faisait ce qu'on appelait les radio-edits, c'est-à-dire on faisait un morceau, une maison de disques disait tu me fais un morceau avec un couplet, le refrain à partir de 40 secondes, parce que au niveau radio, il faut faire ça. Aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, on fait de la musique pour TikTok. Et on essaye de créer des hooks, des espèces d'hameçons en fait dans la musique qui vont créer des boucles intéressantes pour TikTok ou qui vont donner avec par exemple des paroles qui vont être assez générales pour ensuite que ça devienne une trend et que les utilisateurs y appliquent un petit peu leur situation personnelle, et c'est comme ça. Ou alors on accélère les morceaux. C'est une grosse tendance, on accélère les morceaux. Pour que ça soit encore plus accrocheur et que ça soit encore plus stimulant en fait. Donc il y a un petit peu toutes ces tendances qui sont en train de bouleverser le monde de la musique et qui deviennent à la fois, disons, générateurs de phénomènes un petit peu comme des comètes, quoi. On avait Lil Nas, qui avait été propulsé par TikTok, mais d'un autre côté, c'est extrêmement, disons, déstabilisant pour un certain nombre d'artistes qui doivent produire des vidéos et des musiques qui correspondent aux standards de TikTok et doivent parallèlement se montrer sur la plateforme de manière très authentique, donner cette impression d'être proche des gens. Donc ça crée tout un nouveau, disons, panel d'exigences pour les artistes d'être sur TikTok. Parce qu'au final, comme tu disais, ça repose pas tellement sur l'abonnement, mais ça repose vraiment sur les vidéos qui cartonnent et est-ce que je vais passer 1,3 secondes sur telle vidéo ou 2 secondes et ça change tout pour l'algorithme. Mais du coup, quand ça fonctionne moins sur l'abonnement, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement d'influenceurs. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué d'être un influenceur TikTok. C'est ça. C'est quelque chose qui est vraiment revenu dans les entretiens que j'ai pu faire avec justement des créateurs qui, pour un certain nombre, ont vraiment été propulsés par TikTok au début et sont devenus et ont eu plusieurs millions parfois de followers sur la plateforme de manière très rapide. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement difficile de maintenir cette communauté-là, étant donné que généralement, les utilisateurs ne viennent pas pour voir leur créateur préféré, mais juste pour passer du temps sur l'application. C'est le contenu plutôt que la personne qui... C'est le contenu qui prime. C'est ça. Un créateur TikTok a beaucoup plus de mal à donner rendez-vous à sa communauté, à, disons, même être repéré par elle, quoi. J'interrogeais souvent les utilisateurs sur les créateurs qu'ils aimaient bien sur TikTok et il était très rare qu'ils citent plus d'un nom de créateur. Oui, en fait, ils disent « j'ai adoré cette vidéo », mais par contre, qui c'était on se souvient même pas, quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, il y a des passages dans ton livre où tu parles de la pression qu'il y a sur ces créateurs, qui endorment plus. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a des passages qui sont assez difficiles. Enfin, où vraiment, il parle de cette pression qui est hyper importante. Après, moi, il y a une question que je voulais voir avec toi, c'est sur... je ne sais pas si c'est un cliché. On dit souvent, ce qui était vrai au début, c'est que TikTok, c'est une appli pour les enfants. En termes de chiffres, est-ce que vraiment c'est devenu un cliché ou est-ce que c'est vrai, c'est une application où aujourd'hui, la majorité des utilisateurs sont bien plus jeunes qu'ailleurs? C'est une application qui garde un public jeune. Selon les derniers chiffres, 30% avaient moins de 17 ans. Mais ça veut dire que les autres ont plus de 17 ans. Donc, on rentre un petit peu sur des classes supérieures. Et TikTok a tendance à diversifier, disons, son public. Donc, c'est plus seulement une application pour enfants et pour jeunes. Mais ça continue, disons, de capter cette audience-là. Ce qui, je pense, est une bonne chose pour TikTok, étant donné que c'est généralement les jeunes qui vont être les premiers à s'approprier des nouveaux usages du numérique, à être extrêmement créatifs, à avoir le temps et, disons, l'énergie aussi de participer à toutes les tendances et à animer un petit peu la communauté. Donc, aujourd'hui, avoir les jeunes, c'est une bonne chose pour une application dans la mesure où elle peut ensuite diversifier. Snapchat, par exemple, a une audience jeune et généralement, elle a tendance à rester plutôt jeune. Facebook a une audience qui vieillit et c'est un problème pour eux. C'est quand même bien regardisé par TikTok. Snapchat, ils ont vachement de mal à lutter. Ouais. C'est aujourd'hui, après, c'est pas tout à fait les mêmes usages, étant donné qu'on est plus sur de l'échange avec ses amis, etc. Sur oui, c'est devenu plus une messagerie. Ouais, ce qui est beaucoup moins, disons, le focus central
de TikTok. Mais ce qui est un aspect qui est justement, ils essayent de développer de plus en plus, avoir davantage de publications de ses amis qui apparaissent. Donc voilà, on voit qu'ils essayent des choses sur dans quelle mesure on reste une application de divertissement, dans quelle mesure on injecte, disons, des fonctionnalités sociales pour éventuellement devenir un petit peu l'application où on trouve tout, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, il se présente carrément comme un... Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes, les utilisateurs de TikTok utilisent TikTok pour tout, comme par exemple un moteur de recherche. Ouais. C'est aujourd'hui l'un des principaux moteurs de recherche en fait, des jeunes. C'est un moteur de recherche assez efficace en plus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rechercher un restaurant ou comment faire telle chose ou telle chose, de la même manière qu'on pouvait trouver avant un tutoriel par exemple de bricolage sur YouTube et une bonne adresse sur Instagram. TikTok essaye un petit peu de tout mettre ensemble et d'être le portail d'accès à énormément de choses, et même ils axent aujourd'hui leur communication et leur publicité autour de cet aspect-là, c'est-à-dire oui, c'est ce côté fenêtre sur le monde. C'est ça, une fenêtre sur le monde qui honnêtement est un slogan de com et publicitaire, mais qui est un bon slogan. Enfin, je trouve que ça correspond bien à ce qu'ils veulent faire de TikTok, mais on va en venir justement maintenant au volet un peu moins rigolo de TikTok, que tu as aussi creusé. Ouais. C'est forcément le côté presque géopolitique, c'est-à-dire que TikTok, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est la première application chinoise qui s'impose en Occident. Notamment, ça a explosé pendant le confinement, en 2020, 2021 et 2022. Et aujourd'hui, on accuse quand même TikTok de nous espionner. L'espionnage. Alors déjà, pourquoi, enfin déjà à ton avis, est-ce que ces accusations, elles sont fondées ? Alors, disons, sur ce qu'on sait de TikTok et voir un petit peu la base de connaissances qu'on a, on sait que TikTok a admis qu'une certaine donnée d'utilisateurs européens, américains pouvaient être accessibles de leurs salariés basés ailleurs, et notamment en Chine, ouais. Donc par des salariés de ByteDance, qui est la maison mère de TikTok, basée à Pékin. Et on sait aussi, et c'est comme ça un petit peu que les régulateurs ont connecté les liens, que TikTok aux États-Unis a utilisé des données de géolocalisation pour identifier des journalistes américains et tenter d'identifier surtout leurs sources au sein de l'entreprise. Oui, c'est des journalistes qui avaient révélé des informations sur TikTok, en ayant évidemment des sources en interne chez TikTok. Et du coup, TikTok, alors ils disent que c'est une initiative de salariés et que c'est pas eux. On va prendre pour argent comptant ce qu'ils disent. Enfin, en tout cas, le fait est que des salariés de TikTok ont du coup utilisé les données des journalistes pour trouver les sources qui parlaient chez eux. En fait. Ouais, donc c'est des pratiques qui ont inquiété en particulier aux États-Unis. Mais il y a, disons qu'il y a une grande part géopolitique et qui pose une question plus large quand on parle de TikTok, qui est quelle relation et quelle confiance on a envers la Chine. Parce que fondamentalement, c'est dans quelle mesure le gouvernement chinois peut avoir la main sur les entreprises de la tech qui sont ça, on sait qu'il y a un contrôle total. On sait qu'il y a un contrôle extrêmement serré. Il y a des cellules du Parti communiste qui sont dans toutes les boîtes de la tech. C'est ça. Enfin, ça, on le sait. C'est ça. Et donc aujourd'hui, tout l'enjeu pour TikTok, c'est finalement de départir son image de ByteDance, quoi, et de la Chine. Donc ils ont essayé de donner des gages, de mettre des centres de données en Europe. Donc ça, c'est en projet. Aux États-Unis aussi pour, stocker localement les données d'utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une question qui est un petit peu inextricable, quoi. C'est-à-dire que le soupçon, de toute façon, il est là sur la relation du Parti communiste avec ByteDance. Et disons que la piste qu'ils ont choisie, c'est justement de dire que finalement, ils ne sont plus du tout une entreprise chinoise, c'est une entreprise internationale. Alors, ça, c'est leur argument. Parce qu'en fait, c'est vrai que ByteDance, qui exploite, on va en parler après, la version... Parce que TikTok est interdit en Chine, ce qui est, quelque part, c'est assez ironique. N'est pas disponible en Chine. Mais bon, est interdit aussi parce que sur TikTok, il y a une copie chinoise qui s'appelle Douyin, qui elle donc est éditée par ByteDance, et puis il y a il y a ByteDance en Chine, et puis il y a ByteDance à l'international qui s'occupe de TikTok. Alors c'est vrai qu'elle est immatriculée aux îles Caïmans, mais enfin, quand on demande à qui appartient ByteDance aux îles Caïmans, bon déjà les îles Caïmans en termes de transparence, pas ça. C'est pas forcément la référence. Et puis bon, en plus, il y a une partie du capital. Enfin, il y a beaucoup d'actionnaires chinois. Et puis, moi, il y a quand même un truc que je trouve assez amusant, c'est qu'ils disent on dépend pas de la Chine. Par contre, quand on parle d'une vente de TikTok, la Chine dit on laissera pas faire. Ouais. Je crois que vous étiez indépendant. Ah ouais. Ce qui est assez parlant sur les relations quand même de la Chine avec ces entreprises de la tech. Et, elle était déjà intervenue en 2020 quand Trump avait essayé aussi de faire le même mouvement en essayant de forcer la vente de TikTok. Donc on voit qu'aujourd'hui il y a vraiment un affrontement entre les deux pays principalement, même si aujourd'hui l'Europe doit aussi se positionner, et sur lequel TikTok
est un des pivots finalement. Donc c'est assez intéressant de voir comment les deux pays essayent de manœuvrer ça. Donc, Mais après, il y a effectivement l'argument du stockage. Ils disent on va stocker en Europe, on va stocker aux États-Unis, mais enfin, ils ne s'engagent pas, même si. Enfin, une donnée qui est stockée quelque part peut être consultée ailleurs. Ils ne se sont pas engagés vis-à-vis de qui que ce soit, une fois que c'était stocké en Europe ou aux États-Unis, à ne plus consulter ces données en Chine. Ce qu'ils ont dit, c'est que des entreprises aux États-Unis, du coup, une entreprise américaine va superviser justement le stockage des données, et en Europe, ils sont en train apparemment de choisir une entreprise européenne qui va aussi superviser de la même manière ce stockage-là. Donc voilà, on est vraiment sur une négociation géopolitique qui aujourd'hui se pose et qui est assez nouvelle, parce que TikTok est la première application d'origine chinoise justement à parvenir à cette internationalisation à ce niveau-là. Et justement, le fait d'avoir une application distincte en Chine et pour le reste du monde, c'était assez novateur à ce moment-là, dans la mesure où aucune plateforme sociale chinoise n'était parvenue à négocier avec les règles de la censure chinoise qui s'imposent de toute façon dans le pays. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de faire 2 plateformes. Exactement. Parce que, d'ailleurs, oui, une question toute bête, mais la version européenne, enfin occidentale de TikTok, est-ce que toi, tu as constaté de la censure sur des sujets, par exemple les Ouïghours, on en le parle, Tibet? on le prend souvent en exemple. Emmanuel Macron l'avait même cité Oui. au moment où il avait jugé, c'était en décembre, que TikTok était une plateforme d'une naïveté confondante. Donc ça nous avait donné un petit peu déjà le regard présidentiel, disons, sur ce sujet-là. Et il avait cité le cas des Ouïghours. Donc quand on regarde TikTok, on a des vidéos sur ce sujet-là. Aujourd'hui, TikTok sait que c'est un des premiers points en fait, que quelqu'un d'un peu vigilant va aller. Oui, ce serait pas très regarder. malin, Voilà. on va dire, de censurer les... Donc il y a des vidéos d'information sur ce sujet-là. La censure, disons que ça se pose souvent dans des lignes un petit peu plus floues, c'est-à-dire que pour avoir échangé avec des journalistes qui produisent des vidéos pour TikTok notamment, déjà ils font extrêmement attention au vocabulaire qu'ils utilisent, parce que l'algorithme peut être extrêmement sévère et supprimer des vidéos sans trop qu'on comprenne. Et j'avais échangé avec un journaliste qui avait publié une vidéo sur un échange un peu houleux entre Justin Trudeau et Xi Jinping, et sa vidéo a été censurée sans qu'il sache pourquoi. Et donc, sur la version occidentale de TikTok. Ouais. D'accord. Donc il y a la vidéo, on peut la retrouver sur TikTok. Donc c'est toujours un petit peu dans cette zone floue où une vidéo est censurée, mais comme sur beaucoup de plateformes. Et, oui, il y a le côté arbitraire. Et voilà, il y a un côté très arbitraire, et donc il est toujours difficile de dire est-ce que vraiment il y a une volonté politique, est-ce que c'est juste, disons, une erreur ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, TikTok est un petit peu dans cet espace-là. Et la version en Chine, elle ressemble à quoi ? La version chinoise, du coup, elle est soumise à la censure. Elle, pour le coup, du Ouïghour, on n'en a pas. Ouais, pour le coup, le discours est beaucoup plus policé et conforme à la vision du parti. Une différence majeure, et dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la version pour les moins de 14 ans de Douyin, où un enfant de moins de 14 ans, quand il ouvre l'application, va avoir davantage de contenu axé sur la science, en gros l'information et l'éducation. Et par ailleurs, va avoir son usage limité entre 22h et 6h du matin, donc il ne pourra pas accéder à Douyin, et au cours de la journée, il aura droit à 40 minutes d'application. Alors c'est vrai que c'est un commentaire qu'on voit souvent revenir, c'est que la version chinoise de TikTok, elle est éducative, et que la version occidentale, elle est abrutissante. C'est-à-dire que quand on nous dit ça, on sous-entend que TikTok serait aussi un outil pour la Chine, pour, entre guillemets, un peu abrutir la jeunesse occidentale et, entre guillemets, élever la jeunesse chinoise. Mais est-ce que c'est vrai, ça, ou est-ce que c'est un peu un cliché ? Je pense qu'il y a ça dit en tout cas énormément de la vision qu'on a de la Chine aujourd'hui, et de de la dose de soupçon qu'il y a sur, disons, le développement d'applications chinoises dans le reste du monde. On a toujours peur qu'il y ait un sous-texte derrière. Sur ce qui est de Douyin, je pense qu'il faut un petit peu nuancer, parce que certes, il y a des limitations pour les moins de 14 ans, mais elles n'existent pas au-delà. Il y a la censure pour tous les utilisateurs, mais par ailleurs, il y a aussi énormément de contenu récréatif sur Douyin. C'est un espace qui a beaucoup plus, par exemple, développé toutes les fonctions de live commerce, live shopping. Donc voilà, ça reste une plateforme... oui, c'est pas un bouquin d'histoire numérique non plus.
Voilà, c'est ça. Faut pas l'idéaliser et croire que c'est fondamentalement différent. C'est ça, il faut pas s'imaginer que vraiment on ne voit que de la physique et des maths sur Douyin. C'est loin d'être le cas. Et pour ce qui est du reste du monde et de justement cette crainte que ce soit abrutissant, oui, c'est une question qui aujourd'hui se pose pour TikTok, mais à mon sens, doit aussi se poser pour l'ensemble des plateformes qui sont en train de reproduire un modèle similaire à TikTok. C'est-à-dire qu'on peut reprocher à l'application d'être trop addictive avec ses vidéos courtes proposées par l'algorithme, mais aujourd'hui, le fait est que tout le monde fait comme TikTok. Oui, elle est copiée par tout le monde. Je veux dire, aujourd'hui, les Reels d'Instagram, c'est pareil. C'est les mêmes vidéos, c'est les mêmes... Alors, je suppose qu'ils essaient de calquer les algorithmes là-dessus pour essayer d'avoir le même succès. Ça marche pas tout à fait encore. Mais oui, c'est vrai que c'est devenu le modèle central, en fait. C'est ça. C'est devenu... c'est en train de modifier un petit peu la manière qu'on a de consommer des contenus sur toutes les autres plateformes. Même Twitter essaye de pousser davantage de vidéos courtes avec un fil avec davantage de suggestions. Donc, aujourd'hui, si on pose la question de TikTok, ça va forcément poser la question plus large de quels usages on accepte en ligne pour nous, pour nos enfants, et qu'est-ce qu'on considère comme être sain, quoi. Après, sur la question de l'interdiction ou du bannissement de TikTok, la question in fine, c'est si on espionnait, Facebook a autant de données sur nous, Google aussi. Après, est-ce que les États-Unis, en termes de démocratie, c'est comme la Chine, c'est-à-dire sur la remontée des données? Est-ce qu'on peut comparer, mettre au même plan? Et la question in fine, c'est est-ce qu'on préfère être espionné par ses amis ou par ses rivaux, je ne vais pas dire ennemis, parce que c'est un terme géopolitique assez fort, mais voilà, par qui est-ce qu'on accepte d'être espionné? Parce qu'en Europe, nous, de toute façon, on n'a pas d'application à nous, donc de toute façon, c'est soit les Américains, soit les Chinois. C'est ça, c'est qu'on n'a pas d'application, disons, souveraine, donc on est un petit peu obligé de choisir ce qu'on fait. Mais en effet, je pense que politiquement, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité les États-Unis et la Chine en termes de fonctionnement, d'indépendance des pouvoirs. Donc, c'est quand même pas la même chose d'être, disons, si les données sont massivement aspirées par la Chine et si elles le sont par les États-Unis. Mais ça pose, dans tous les cas, des questions sur notre souveraineté, notre capacité, disons, à protéger les données des Européens dans tous les cas. Donc aujourd'hui, on voit que la France, justement, essaye et ça va avec toutes les positions qui ont été prises récemment vis-à-vis de la Chine, de trouver une espèce de voie médiane. La France a interdit à ses fonctionnaires toutes les applications récréatives. Oui, c'est ça. En France, on ne veut vraiment pas brusquer les Chinois. Parce qu'on dit on n'interdit pas TikTok, on interdit toutes les applications. Ouais. Bon, après... Mais ça va plus largement dans une politique de tentative d'autonomisation vis-à-vis des États-Unis. En fait, la question aussi, c'est si on voulait interdire TikTok, est-ce qu'on aurait la possibilité de le faire, les moyens de le faire? Parce que les États-Unis, s'ils interdisent TikTok, bon, déjà, c'est pas tout à fait la même chose que la France, même peut-être que l'Europe. Et puis ensuite, ils protègent aussi leurs champions, c'est-à-dire Facebook. Ils sauvent, mais enfin voilà, ils rendent un gros service à leurs champions qui sont Snapchat, Facebook, etc. Nous, on n'a pas de champion à protéger. Et puis ensuite, si on interdit TikTok, en termes de répercussions, je ne sais pas si on vendra autant de vins français en Chine, je ne sais pas si on exportera en Chine autant. Est-ce qu'en Europe, on a les moyens économiques d'interdire TikTok? C'est ça qui est difficile. Et même aux États-Unis, ils sont en train de se poser un peu la question de est-ce que c'est réalisable d'interdire TikTok, juridiquement? En France et en Europe, la question se pose dans les mêmes termes, parce qu'en effet, aujourd'hui, on a des liens commerciaux avec la Chine extrêmement importants. Et si on commence à bloquer certaines applications, on n'est pas à l'abri de répercussions par ailleurs. Donc, après, on avait décidé d'exclure Huawei d'un certain nombre de marchés. Donc, ça prouve qu'il y a... Après, il y avait encore une fois, c'est venu des Américains. Inquiétudes un petit peu plus... Ouais. Et il y avait des inquiétudes concrètes avec Huawei sur la sécurité des données, en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une question qui est extrêmement politique, qui dépasse largement TikTok et qui pose une question d'équilibre des puissances, en fait, parce qu'aujourd'hui, les plus grosses puissances économiques sont aussi les plus grosses puissances technologiques. Et est-ce qu'on peut se passer de la Chine en tant que, disons, partenaire commercial, sans la considérer comme une alliée dans le contexte, mais c'est... Et dernière question, avec tout ce que tu as écrit sur TikTok, avec tes enquêtes sur TikTok, c'est quoi toi ton rapport à TikTok? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu aimes TikTok? Est-ce que tu en as peur? Est-ce que tu supprimes l'appli? Est-ce que tu t'estimes comme quelqu'un à risque parce que tu es journaliste, que tu écris sur TikTok pour un média politico qui parle des intérêts aussi chinois? Comment tu appréhendes TikTok, toi?
moi, j'avais demandé à TikTok, ils m'ont répondu que par mail pour ce livre, mais j'avais demandé... Ils répondent souvent que par mail. Ouais. J'avais demandé s'il leur était arrivé d'espionner des journalistes en Europe et si c'était mon cas personnellement. Et ils ont répété le copier-coller de c'était une erreur humaine aux États-Unis dans le cas d'espionnage. Donc voilà, moi j'ai leur parole. Mais est-ce que tu as TikTok sur ton téléphone du coup? J'ai TikTok sur mon téléphone. Je supprime l'application régulièrement pour, disons, limiter le temps que je passe dessus parce que je trouve que justement c'est une application sur laquelle je passe facilement beaucoup de temps parce qu'elle me fascine dans énormément d'aspects et notamment dans, disons, la manière dont les communautés se créent et évoluent sur cette plateforme que je trouve souvent assez authentique et intéressante. Et c'est quelque chose qui, je pense, qu'au moment où TikTok a émergé, manquait dans les plateformes sociales, ce sentiment d'authenticité, de pouvoir parler de choses qui sont peut-être pas adaptées à une plateforme comme Instagram, où on a tous ses amis et sa famille, ou sur Facebook et autres. Donc voilà, j'avais trouvé une certaine fraîcheur et aussi une certaine fascination vis-à-vis de toutes les dynamiques formidables ou terribles qui peuvent émerger sur TikTok, avec à la fois des stars qui peuvent émerger très facilement sur la plateforme, mais aussi des vagues de harcèlement absolument effrayantes. Ouais. Bah, ce qui est sûr, c'est quoi qu'on en pense, on peut pas enlever le côté fascinant de TikTok. C'est ça. Merci beaucoup, Océane Herrero. Je rappelle que tu es autrice du livre Le système TikTok, aux éditions du Rocher. Merci beaucoup d'être venue dans Métadonnées, c'était absolument passionnant. Merci à toi. Merci.